Alors là, nous avons d'autres zététiciens, des néo-zététiciens, qui, euh, qui continuent de se cacher derrière la science pour dispendier leurs idéologies politiques. Donc là, par exemple, Lorem Low, on a voilà, on a un appareil scientifique. Donc là, je sais pas, une petite éprouvette, petite horloge. Ça se veut bien scientifique et compagnie. Et les sujets abordés sont toujours en rapport avec la religion. Donc là, notamment, les ravages du hippie en slip 2000 ans après. Alors, qu'est-ce qu'écrit les ravages du catholicisme sur les droits humains? Fit Tony Khan, Jordan X et Jack Le Fou. Alors, il n'y a rien qui va dans dans cette proposition. Pourquoi? Parce que en fait, déjà, on part du principe que les droits humains existent. Alors, est-ce que le droit a un quelconque foutu rapport avec la science? Absolument pas. Le droit, c'est plutôt au contraire dérivé de la religion. Et donc mais même je pourrais vous lire dans le Cantique de Moïse, on parle de la source du droit. Et bref, donc à l'origine, ils considèrent que c'est une réalité. Je sais pas, je n'ai jamais vu de droit de l'homme sous le microscope. Voilà, donc, est-ce que ça continue là après? Donc voilà, à l'origine, en France, les droits de l'homme, c'est ça. Donc vous voyez une déclaration, des propositions, un faisceau, avec le bonnet phrygien. Le faisceau, c'est de là il est toujours sur les symboles de la République. Ça vient de là le mot fascisme. Et là, nous avons euh, ce qui ressemble à des tables de la loi. Donc là, en fait, ce ne sont plus les tables de la loi données par Dieu, ce sont les tables de la loi inventées par les hommes. Bon, là, on a l'espèce d'angelot, je sais pas trop ce que c'est. Mais surtout, on a encore la mention, et dans l'idée de ces gens de l'époque, gigapaf. Donc gigapaf, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le dieu déiste. Ce n'est plus le dieu chrétien, mais c'est encore dans l'esprit de ces gens, en fait, la force immanente qui dirige le cosmos. Et donc, dans cette logique, les droits sont conférés par conformation ou par transmission par gigapaf, en fait. Ensuite, dans les développements de ces groupes de francs-maçons, nous avons le Grand Orient de France, où on reconnaît encore Gigapaf un petit peu, voilà, cette idée de... Mais il n'y a plus rien à voir, pourquoi? Parce que le Grand Orient de France est définitivement athée, et c'est la branche majoritaire de ces libres penseurs en France. Donc voilà, on avait Erasmus Darwin qui nous emmerdait avec son temple de la nature, et là en fait, nous sommes littéralement dans le temple de la raison. Alors, temple de la raison, il faudrait que je trouve ça aussi. Voilà, donc vous tapez temple de la raison, révolution, hein, voilà. Donc, en fait, le temple de la raison, c'est limite un petit peu votre rationalisme qui est déifié, quoi. Ça n'a strictement aucun sens. Donc là, on est allé chercher Erasmus Darwin, donc en sciences, mythes et pastorales. Donc à l'époque, les néo-platoniciens issus du siècle des Lumières faisaient de la poésie, voilà, et puis ils nous parlaient un petit peu de proto-sciences. Et donc, en fait, la théorie de l'évolution est née dans des cercles de poètes, littéralement. C'est vieux comme, j'allais dire, comme le monde. Pourquoi? Parce que c'est la résurgence d'images, de visualisations de monde, en fait, du monde païen de l'époque, avec les cycles, etc. En tout cas, c'est intéressant. Enfin, il faudrait que j'ai pas tout lu, mais c'est juste pour vous donner l'ambiance. Épistémocritique.org, tapez poésie d'Erasmus Darwin, vous tombez là-dessus, entre sciences, mythes et pastorales. Donc là, je sais pas ce qu'il nous parle. La magicienne d'Atlas, symbole de l'imagination créatrice dans l'œuvre de Percy B. Shelley, 1792. On est dans ce monde un peu fantasque entre botanique et muse gréco-romaine, là, néoplaticienne. La pensée, voilà, néoplatoniste plutôt, enfin je sais pas. Darwin.
que je retrouve exactement son poème, et il nous décrit exactement la théorie de l'évolution. Hein. Bon, déjà lui, il a créé la théorie de la séduction naturelle. Il observait les plantes, les animaux, etc. Le mythe d'une désignation parfaite des êtres naturels n'est plus une croyance religieuse, mais l'un des fondements du progrès et de la connaissance scientifique. Donc son poème, c'est de toute façon le temple de la nature, ce qui veut un petit peu tout dire. On avait le temple de la raison, et là, Darwin nous propose de diviniser la nature et d'avoir une compréhension du réel voilà, complètement loufoque. Attends, il faut que j'essaie de trouver son fameux poème, là j'arrive pas à le retrouver. For light and air and battle in the skies, whose roots diverging with opposing toil contend below for moisture and for soil. L'espèce humaine, afin de se constituer en communauté, doit se départir de la violence inhérente au monde naturel. Nul âge d'or au temps des origines dans l'étrange Arcadie des œuvres poétiques de Darwin, mais des temps obscurs où les créatures primordiales sont douées d'une forme minimale d'existence. Bon, ils sont vraiment dans une réflexion, voilà, dans ce qu'on pourrait appeler de la préhistoire. Dans le Temple of Nature, le temps des origines est le règne du ventre et du sommeil de la conscience. Donc là, on est littéralement dans l'émergence. Donc c'est l'existentialisme en fait. La conscience et l'intelligence étaient en sommeil dans la matière. Enfin, c'est vraiment tout est. Ces formes serpentines animées par la seule appétence semblent fort éloignées d'une vision de l'Éden biblique d'avant la chute. Oui, on a bien compris. On a bien compris. Ce passage trouve de nombreux échos dans Milton, poème plus tardif de Blake, et toutes ces créatures vivantes des quatre éléments. Wild, c'est ce que ça veut dire. With bitter wailing. Tout ça dans l'agrégation sont nommés Satan, un Rahab. Ils connaissent. Ils ne connaissent pas la régénération, mais seulement génération. The fairies, nymphes, gnomes et génies des quatre éléments ne pardonnons pas et inaltérables, ils ne peuvent pas être régénérés, mais ils doivent être créés pour qu'ils connaissent seulement la génération. Ils sont des dieux du royaume de la terre, dans une contrariété et une cruelle opposition, les éléments contre les éléments, dans une guerre d'opposition. Bon bref, un petit peu bizarre, mais qu'est-ce qu'il nous raconte là? C'est vraiment bizarre hein, quand même. On est dans la science a priori là. Donc en fait tout est en prototype de l'évolution. Il n'est qu'âge d'eau et de pierre dont la chair semble étrangement absente. Donc des formes de proto-vie minérale, hein, des planctons ou alors des oursins, je sais pas trop quoi. La vie n'est encore qu'un coup d'arrêt porté à l'élan de la matière. Un coup d'arrêt, comme si la matière était douée d'un élan, hein, voilà. Pour en faire une immobilité d'os, de coquilles et de bois. Il s'agit encore d'une vie proche de la minéralité, car dénuée de mouvement, simple filtration plutôt que véritable souffle vital. Nul souffle de l'âme ni désir d'élévation dans ce monde rivé à la surface, plongé dans les profondeurs. Ainsi loin d'idéaliser l'origine, la pastorale d'inspiration scientifique d'Erasmus Darwin a pour objet de lire la perfection grandissante des espèces à même leur forme actuelle. Oh, bref, c'est quand même. En fait, il y a tout la proto-évolution est décrite. Hein, c'est pas du tout Charles Darwin qui a inventé, il y avait déjà Lamarck. Mais son grand-père a tout. Il y avait déjà des mythes. Il faudrait que je retrouve ça, mais il y a Dominique Tassot qui en parle. Et littéralement, il y avait le mythe de l'homme qui sortait de l'eau avec la sirène, etc. Et l'homme des cavernes, tout était déjà en prototype. Hein, je veux dire, c'est des poètes qui ont inventé ce genre de délire, en fait. Donc l'idée, en fait, c'est le gradualisme, c'est le fait que les choses émergent, voilà, l'émergence, on ne sait pas de quoi, mais de la matière, pour ensuite graduellement atteindre
atteindre une complexité. Bon, sache que maintenant c'est abandonné par en fait, les néo-darwinistes. Il n'y a plus cette vision, on va dire, enfantine de l'extraction de, du vivant, enfin, d'une évolution, on va dire, d'un néant vers une perfection. Là, on est vraiment en fait, dans la négation. La vie, c'est juste de la matière agencée, on ne sait pas trop pourquoi. Il n'y a pas de dessin intelligent, ni de finalité, donc de téléologie. Donc voilà, en tout cas, il faut bien comprendre d'où viennent ces théories des hordes marines. Se métamorphose sur le rivage avant de livrer le secret de la nature symbolise pour Erasmus Darwin la capacité de perfectionnement qui permet aux créatures marines de se transformer pour conquérir la terre ferme et donner naissance aux premiers animaux terrestres. Donc en fait, c'est exactement la théorie de l'évolution. Vous pouvez pas, on est toujours là, c'est-à-dire que on est tout est né à cause des fumerolles dans les fonds marins. Ensuite, il y a eu les premières bestioles molles, les mollusques, puis ensuite les premiers vertébrés, puis ensuite les tétrapodes, enfin les petits poissons avec soi-disant des petites nageoires qui ont envie de sortir de l'eau, et puis ils sortent doucement, amphibiens, voilà, et puis après les premiers ratons, puis ensuite l'homme. Je veux dire, après ils osent nous dire, oui, franchement, on n'est pas dans South Park. Si, c'est toujours South Park, hein, désolé. C'est juste vous qui êtes aussi con, vous êtes plus con que South Park, c'est tout. Vous n'arrivez pas à comprendre d'où viennent vos lubies, en fait. La graine complexe, petit corps replié sur lui-même, se développe comme une phrase. Fibroline Trust. Ce qu'il raconte comme un parchemin. Bon, en tout cas, il avait au moins le mérite d'observer la nature. C'est vrai que c'est très étonnant. Bon, je vais refaire une. Voilà, il faudrait faire des vidéos entières sur Erasmus Darwin et les origines poétiques de la théorie de l'évolution.